Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Depuis un petit moment, on n'en avait pas fait à plusieurs, donc la dernière c'était avec Nelson. Moi, ça faisait pas si longtemps en fait. En tout cas, bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler de Manchester United et les ventes. Et pour m'accompagner ce soir, l'habituel que vous avez vu sur la dernière vidéo en solo. C'est la seule vidéo solo de la chaîne. Greeny. Salut Greeny. Salut à tous. Et en dernier, pour l'introduire correctement, Vince, qui fait partie de la chaîne Vince United. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous aurez le lien dans la description, bien évidemment, à côté de tous nos réseaux, bien sûr. Mais allez vous abonner à la chaîne de Vince United, qui fait des vidéos sur Manchester et sur le foot en général. Est-ce que c'est ça, Vince? Déjà, salut. Est-ce que je dis bien? Ouais, très bien, très bien. Alors oui, c'est quand même surtout largement sur Manchester. Et oui, bah salut, hein. Écoute, ça fait plaisir d'être sur cette vidéo avec vous, les gars. Avec plaisir. Donc, on avait déjà fait une vidéo, ceux qui sont intéressés sur ceux qui doivent partir. Donc, avec le recul, ça peut être intéressant à regarder. Alors, on en avait fait une sur sa chaîne, une sur la nôtre. On avait fait une sur ceux qui doivent partir et ceux qui doivent venir. Je ne sais plus lequel était dans quelle chaîne. Ceux qui doivent venir, c'était sur l'académie. Ok, voilà. Donc, sur notre chaîne, vous pouvez voir ceux qui doivent venir et savoir si on en a trouvé un ou deux de corrects. Et ceux qui doivent partir, sur la chaîne de Vince, vous allez voir s'ils sont bien partis. Et justement, on va parler des départs, puisqu'on va parler de Manchester United et des ventes. Euh, donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire, à vous abonner à l'académie. On est à 998. Donc là, normalement, avec cette vidéo, on passe les 1000. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et on a aussi Facebook, Twitter, Twitch. On fait beaucoup de live en ce moment. On a diffusé les matchs amicaux sur Twitch. Donc, vous avez raté ça. On ne pourra pas le faire pour Lens parce qu'il passe sur Beansport et que Beansport, je pense qu'ils vont être un peu plus chiants avec ça. Mais peut-être que les autres, ils passeront juste sur MUTV et dans ce cas-là, on va aussi les diffuser, on s'en fout. Abonnez-vous sur Twitch si vous voulez suivre les matchs avec nous. Et puis de toute façon, Lens, on va pas le diffuser, mais on fera quand même du react. On sera en live pendant le match. Donc voilà, si vous voulez vivre ça avec nous, abonnez-vous sur Twitch et soyez là pour le match contre tous. Ceci étant dit, commençons. Manchester United et les ventes. Alors, on vous a préparé un petit tableau pour vous montrer à quel point c'est catastrophique. Vous ferez votre avis, mais je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est catastrophique. Depuis 2020-2021, donc après Covid, nous avons en premier Daniel James, 29 millions, Anthony Elanga, 17,5, qui vient juste de partir pour ce prix-là. Chris Smalling, 15, Pereira, 9,5 et Alex Telles, 7 millions. La source, si je ne dis pas de bêtises, Greeny, c'est Transfer Market, c'est ça? Exactement. Pour que vous soyez en toute transparence. Nous sommes à un total de 78,5, enfin 78 et des poètes. Donc, ça nous paye même pas Maguire, en gros. ce qu'on a vendu depuis 2020-2021, ça nous paye pas ni Maguire, ni Sancho, ni Ojlund qui va arriver, ni Casemiro. Enfin, ça paye à peine Lisandro Martinez. Enfin, voilà, vous vous rendez compte un peu du truc. On va commencer par Manchester United depuis 2020-2021. Vince, on va commencer par toi. Quel est ton avis sur... En plus, tu as fait une vidéo là-dessus, sur Manchester United et les ventes. On va parler un peu plus de l'époque contemporaine, là, depuis 3-4 ans. Est-ce qu'il y a un problème avec Manchester United, sachant que la direction a changé? Est-ce que tu vois une différence sur la façon dont on vend nos indésirables? Est-ce que tu en vois pas? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, je vois qu'on a de plus en plus d'indésirables. Sur les dernières saisons, j'ai l'impression que de plus en plus, on se retrouve avec une masse de joueurs importante. Et si le but c'est de copier Chelsea, je pense qu'il va falloir arrêter rapidement parce que en fait, on se retrouve en fait à se rendre compte du problème, c'est-à-dire que
les performances sportives de certains joueurs leur ont pas permis de faire gonfler leur valeur marchande, disons. Et du coup, ça fait que bah, on aimerait bien les vendre, mais personne n'est preneur. Et tu te retrouves avec des saisons comme la saison passée, où tu as une vague de départ de joueurs archi bankable et qui partent libres. Donc, tu avais Pogba qui est parti libre à la Juventus. Tu avais Matic qui est parti libre du coup à la Roma, je crois. Mhm. Mata libre, Cavani libre, Lingard libre, alors qu'il venait de faire une demi-saison de fou furieux la saison d'avant avec West Ham. Et du coup, oui, il y a de façon évidente un problème. Est-ce que le problème, il date que du Covid? Je pense pas. Mais On va y après, revenir savoir. après pour avant aussi. Hein. Mm. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on va dire que depuis Covid, vous avez rappelé quelques noms, il n'y a pas de vente, alors que des joueurs à vendre, il y en a plein, du fait tout simplement du manque de performance de certains joueurs. Quand on pense à des Fred, à des McTominay, quand on pense à des Maguire, quand on pense même à des Lindelof avant cette saison-là, quand on pense à des Eric Bailly, enfin bref, la liste est extrêmement longue. En fait, on se rend compte que il faut absolument vendre, on n'arrive pas à vendre. D'où le problème vient. Moi, je pense que le problème, il vient vraiment globalement des performances sportives et en même temps des salaires. Les salaires, bon, j'en ai parlé dans ma vidéo, mais le fait, je pense, de mettre des salaires monumentaux à des joueurs qui n'ont pas forcément fait leurs preuves, déjà, eux, leur donnent pas forcément envie d'aller chercher du temps de jeu ailleurs s'ils en manquent chez nous. Et en plus de ça, les potentiels clubs qui pourraient être intéressés ne vont pas s'aligner sur les salaires, du coup, vont peut-être aller chercher des joueurs avec des prétentions moindres. Donc ça, c'est aussi un autre élément. Et clairement, quand on regarde aujourd'hui, notre masse salariale, elle fait partie du top 5 des masses salariales européennes, je crois. Donc forcément, c'est encore un problème. Mm. Grigny, pour toi aussi, est-ce que le problème vient des salaires et des performances des joueurs ou il y a autre chose pour toi? Ah bah aujourd'hui en Vine, c'est sur les indésirables, mais ça se fait parce qu'il y a un projet qui se dessine, et du coup on voit quel noyau doit être conservé et quel noyau doit dégager. Mais je pense qu'il y a un énorme problème au niveau des dirigeants qui ne savent pas vendre nos joueurs. On s'est beaucoup chamaillé avec Mehdi sur le prix des langas. Pour moi, 17 millions, un jeune de 21 ans à qui il restait 4 ans de contrat, qui est international, qui a marqué en Ligue des Champions, tu ne le vends pas 17 millions quand tu as des personnes de l'Académie de City, par exemple, qui n'ont jamais joué une minute en pro, qui sont vendus à ce même prix. Donc je pense qu'il y a un gros problème d'évaluation des joueurs et d'attractivité. Et d'où vient ce problème justement de valuation des joueurs? C'est leur performance. Et tu l'as dit, le mec qui vient de l'académie ici, on ne le connaît pas. On ne sait pas s'il est bon. Donc, c'est pas. Enfin, j'imagine qu'il y en a plein où c'est les performances, hein, bien évidemment. Andreas Pereira, par exemple, vous le voyez, si on le vend à 9 millions, c'est parce qu'il est gaze, quoi. Donc, forcément, c'est normal de le vendre pas cher. Mais, au-delà des performances, pourquoi est-ce que City arrive à vendre un joueur que personne ne connaît à 20 millions et nous, Elanga, qui a joué en Ligue des Champions, qui a marqué contre l'Atlético, il n'est pas vendu à plus de 17 millions? Ah, je pense honnêtement qu'on a l'image de Manchester, on ne sait pas vendre, et du coup, chaque club va se servir, si c'est des indésirables, nous on veut s'en débarrasser coûte que coûte, et ils vont tirer là-dessus. Et en fait, on fonctionne un peu à l'envers, contrairement à tous les autres clubs. Là, j'ai juste un exemple en tête, c'est la course au neuf actuellement, il n'y a aucun neuf sur le marché. Un club un peu clutch aurait essayé de redorer l'image de Martial et il l'aurait vendu 15 millions de têtes. Nous, Martial, si on peut s'en débarrasser pour 5 millions, on serait content et on passera encore pour des clowns. Et là, on en revient, pour moi, au salaire, parce que Martial, si on ne le vend pas à 20 millions, c'est parce que aucun club qui peut donner 20 000, qui peut donner, allez, je pense que, imaginons, il accepte un salaire à 10-15 millions, aucun club qui peut donner 10-15 millions ne le veut dans son équipe, puisque même il est parti à Séville, il a flop. Et là, on en revient à ce que disait Vince sur les performances, c'est que si tu as un gap entre la performance du joueur et ses prétentions salariales, forcément, il va intéresser personne. Euh, Derea, son salaire était tellement immense qu'il ne pouvait pas intéresser les clubs parce que on ne pouvait pas, genre si on voulait le vendre l'année dernière, ok, il y a peut-être des clubs qui auraient accepté de nous l'acheter 50-60 millions. Mais si c'est pour derrière lui donner 20 millions de salaire, qui est-ce qui va le vouloir alors qu'il est
en pleine déliquescence. Et moi, je pense aussi, c'est un facteur dont on n'a pas parlé. euh, Par exemple, sur le cas Elanga, euh, il vient de l'académie de Manchester United et le joueur dont on parle, là, je ne sais pas c'est quoi son nom, de City, vient de l'académie de City. Et quand tu as un label plutôt qu'un autre, ça va aider. Ça veut dire que, par exemple, Dortmund, ils sont allés chercher un gamin de l'académie de City, ils l'ont revendu 85 millions après. Euh, Il y a Southampton, ils sont allés chercher un gamin de l'académie de City. Là, il y a Liverpool qui est dessus et ils vont pouvoir le vendre beaucoup, tu vois. Nous, Anthony Elanga, il va aller à Nottingham Forest. Et j'ai beaucoup de doutes sur le fait que Liverpool ou un grand club anglais va aller poser 50 millions dessus dans 2 ans. Quoi. Donc il y a Eh ben, aussi. méfie-toi. De Oh là, quoi? voilà. Il ouvre un dossier. Eh ben, méfie-toi. Non, mais Parce que alors, sans partir je dans te le. laisse finir, je te laisse finir, je te laisse finir. Non, mais euh, même si Elanga, ce que je veux dire, c'est que l'expérience, enfin, ça nous est jamais arrivé. Ce que je veux dire, peut-être qu'Elanga, ça arrivera, et dans ce cas-là, peut-être ça nous aidera à vendre nos jeunes meilleurs, parce qu'on dira, vous voyez nos jeunes, ce qu'ils donnent, vous voyez avec Elanga, etc. Mais euh, d'expérience, on n'a pas de jeunes de l'académie qui sont partis, qui ont flambé autre part, et qui ont été rachetés par un autre grand club, à part Pogba, qu'on a racheté nous, et qui est reparti gratuit derrière. Mais sinon, et en plus, ça, c'était il y a, on l'a acheté en quoi, 2016, donc c'était il y a 7 ans. Mais sinon, ça n'arrive pas. Donc ça veut dire que les joueurs de l'académie, ils sont très difficilement, parce qu'ils ne vont pas avoir ce problème de salaire, mais par contre, ils ne vont pas avoir un label de qualité sur le front. Quoi. Bah, tu vois, justement, là, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais et je me disais, en réalité, je pense que c'est une conjoncture de pas mal de trucs. C'est-à-dire que, vu que, entre guillemets, on est un petit peu la génération de la honte côté United, où là, ça fait 10 ans maintenant qu'on n'a pas gagné de trophées majeurs. On gagne des Ligues Europa, on gagne des Carabao, etc. Mais du coup, vu qu'on n'a pas été souverain chez nous, on n'a pas gagné la première ligue, qu'on n'a pas vraiment fait d'épopée en Ligue des Champions depuis 2013. Finalement, du coup, on se dit qu'on n'est pas performant et que du coup, ça veut dire que a priori, le niveau à l'entraînement n'est pas aussi élevé que dans un club qui va performer sur cette période-là. Donc, quand tu es un club, tu veux tout de suite un mec qui soit prêt à répondre à une certaine exigence. City, depuis 2013, si tu compares, bah, eux, par contre, depuis 2013, c'est l'ascension. Depuis 2013, ils sont réguliers à la fois en Première Ligue, en Ligue des Champions. Donc forcément, au moment où tu t'intéresses à un joueur de City, tu sais que le mec, s'il est dans le groupe pro, il s'entraîne avec des mecs qui ont l'habitude tous les ans de jouer le titre, d'aller le chercher même, en Ligue des Champions tous les ans d'être candidat, etc. Donc tu sais que tu as une discipline, une rigueur à l'entraînement qui va pas être la même que côté United, logiquement. Et en tout cas, le niveau sera moins élevé. Après, quand tu regardes franchement sur les 10 dernières années, d'ailleurs, bah, on peut toujours prendre depuis 2013, tu as quand même en Première Ligue et même ailleurs des joueurs qui sont sortis de l'académie et au final qui finissent par jouer régulièrement dans certains clubs, tu vois. Genre, tu penses à un Michael Keane, par exemple, il sort de l'académie, il me semble, Mm. Mais il Oui. finit à à Everton. Everton, et bah pourtant, c'est un bon défenseur, tu vois, de première ligue. Franchement, tous les ans, le mec il fait des saisons pleines. La saison dernière, un petit peu moins peut-être. Mais jusqu'ici, c'était plutôt un, tu vois, genre un jeune joueur, défenseur central, qui a plutôt une bonne petite cote. Tu prends un Lingard, par exemple, qui, quand il a eu l'occasion de s'expatrier, a brillé. Et puis des exemples, en réalité, il y en a d'autres. Enfin, Brand Williams, je pense que c'est typiquement le profil. Il avait été prêté à Norwich, il a fait un prépa dégueu. Je pense que c'est le type de profil de joueur. Tu regardes un Amad Diallo, quand il a l'occasion de s'exprimer ailleurs, en fait, il arrive vraiment justement à mettre la lumière sur lui. Alors, la question va être, est-ce qu'il y a aussi peut-être une mauvaise utilisation de nos joueurs? C'est-à-dire que peut-être qu'on utilise peut-être trop les mêmes joueurs, on donne pas assez de chance aux remplaçants, on donne pas assez de chance aux jeunes, et du coup aujourd'hui on se rend compte que bah ouais ils ont pas eu l'occasion finalement de prouver leur valeur. Mais Et là, alors sur Elanga, juste sur Elanga, ce que je voulais dire, c'est que alors moi je rejoins plutôt Grigny sur le fait que c'est sous-vendu. Je pense que ce mec-là, fallait en tirer au moins 25 millions. Dans le marché actuel, franchement, un joueur comme ça, ce profil percutant, rapide, international, jeune, dribbleur, etc. Franchement, tu te dis, ailier,
En première ligue, c'est le profil qui fait vraiment mal. 25 millions, moi, ça me paraissait plutôt faire. En plus de ça, Grenier a rappelé le nombre d'années sur son contrat qui était restante. Et on a tous vu la saison qu'il nous a fait il y a 2 ans. Là, en fait, moi, ce qui me surprend avec le Kyle Langa, c'est que en fait, on sort d'une saison ratée, totalement ratée de sa part, et direct, on le vend pour une bouchée, entre guillemets, une bouchée de pain. Aujourd'hui, 17 millions pour un jeune joueur comme ça, c'est une bouchée de pain. Alors qu'on a tous vu ce qu'il a montré la saison précédente. Tu vois, genre, en réalité, c'était vraiment, je trouve, un des joueurs les plus remants offensivement. Largement. Il m'a Donc, est-ce il que m'a si pas on impressionné aurait. même l'année d'avant, hein. Enfin, après, Ah c'est ouais? personnel, il m'a pas impressionné. Moi, je Ah l'ai bah, toujours franchement, trouvé. Je l'ai toujours trouvé. Alors, moi, je demandais à ce que Rangnick le fasse jouer parce que je trouvais qu'il était prêt pour la première ligue et je voulais voir. J'ai jamais vu un futur grand joueur, hein. Grand joueur, non. Mais futur très bon joueur ou joueur utile à beaucoup d'équipes, oui. Non, mais Mais tu vois, genre. joueur utile, oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, tu vois, justement, pour en revenir à ce que tu disais, moi, je t'ai parlé de Sancho, qui a fait Dortmund et maintenant Manchester United et qui était convoité par les plus grands clubs d'Europe. Euh, je t'ai parlé de Romeo Lavia, qui aujourd'hui ferait le bonheur de plein d'équipes en Europe. Et tu m'as parlé de Michael Keane, qui est un bon joueur à Everton, tu vois. La différence de valuation, elle est là pour moi. C'est-à-dire que euh, quand tu sors de Manchester United, tu sais, il l'a dit, le coach de Sunderland, tu sais que tu vas voir un joueur qui est prêt pour jouer dans une bonne équipe, tu vois. Mais même si on prend Matt Diallo, il a prouvé à Sunderland en Championship, tu vois. Et en plus, lui, il est même pas formé à Manchester United. Donc même s'il réussit, on pourra dire que lui, c'est même pas la formation, puisqu'il est arrivé, il est allé avec l'équipe première, il n'a pas joué, et après on l'a prêté à Sunderland. Alors, on l'a d'abord prêté aux Rangers, ça n'a pas marché, puis après à Sunderland, et ça a très très bien marché. Mais à aucun moment, il a été formé à Manchester United. Mais, Non, ça c'est clair. mais si tu prends la formation, bien sûr, on a plein de mecs qui ont été formés à Manchester, qui ont inondé. On est un des clubs en Europe qui forme le plus de joueurs dans l'élite. Mais il n'y en a aucun qui finit dans un top club européen. Et à ce moment-là, si quelqu'un vient t'acheter un joueur de ton académie, forcément, ça va rentrer dans la discussion. Moi, si je veux acheter un joueur à Manchester United, je vais leur dire, mais vous avez sorti quel crack ces dernières années? Là, tu es en train de me dire que ton joueur, il est incroyable, mais quel crack vous avez sorti? Votre académie, on sait très bien qu'elle ne sort personne. Si je suis Everton ou, je sais pas moi, ou un club de moitié de tableau de première ligue, je vais à ce moment-là, Manchester va pouvoir dire en général, nos joueurs s'acclimatent bien en première ligue, réussissent à être des bons joueurs. Enfin, j'ai même vu même les joueurs comme McNair, Blackett, tout ça, ils ont tous eu une petite carrière, sont en championship. Enfin voilà, donc les bons joueurs de Manchester, les bons joueurs de l'académie ont leur place peut-être en première ligue, bas au milieu de tableau, mais aucun va finir dans un grand club en général. Enfin, pas dans l'avenir, mais aucun n'a fini dans un grand club. Alors que City, il y a ce truc-là de dire nos joueurs, en général, ils finissent dans des top clubs. Et au-delà de ça, pour en revenir et là, je te rejoins, tu parles des performances du club. Je vais même rajouter que si un club vient voir City et dit votre petit ailier, là, il nous intéresse, mais bon, on l'a jamais vu jouer, etc. Si Guardiola leur dit mais c'est un joueur incroyable, mais il est juste barré par Bernardo Silva et Mahrez, le gars, il va dire bon, forcément, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de temps de jeu. Par contre, il va venir à Manchester. Il va dire votre petit jeune là, imaginons Pellistri. Pellistri, là, on le veut. Et Ten Hag, il dit ouais, mais il a été barré par Sancho et Langa. On va dire quoi? On va dire s'il n'a pas réussi à sauter 2 joueurs qui n'ont pas réussi la saison dernière, c'est qu'il n'est peut-être pas si talentueux que ça, tu vois. Donc, bien évidemment que quand ton équipe est plus performante, ça aide à pouvoir vendre aussi les joueurs parce que tu peux dire que s'il ne joue pas, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont bien trop forts en équipe première. Nous, on ne peut pas dire ça parce que, à part si on parle d'un défenseur central parce qu'il y a Varane et Martinez devant, mais il se trouve qu'on n'a pas de défenseur central qui sort de l'académie, ou au milieu de terrain en 6, on va dire ouais mais il y a Casemiro devant, machin, à ce moment-là on ne pourra pas dire que les gars on sont juste barrés en équipe première parce qu'il y a des trop bons joueurs devant. On va juste continuer avec
les transferts all-time, justement, comme ça, on va pouvoir parler plus largement. Alors, je vous fais le listing. Notre plus grosse vente, c'est Cristiano Ronaldo à 94 millions, suivi par Romelu Lukaku à 74 millions, Angel Di Maria à 63 millions, David Beckham 37 millions, Enric Mkhitaryan 34, Daniel James 29, Yapstam 25,75, donc presque 26. On reprend Schneiderlin 23 millions, Véron 21 millions, Welbeck 20 millions. Il y a plusieurs choses qui ressortent de ce tableau. Mais je vais d'abord donner la parole à Grigny. Ce tableau, qu'est-ce qu'il en ressort pour toi? Pour moi, c'est le tableau de la honte. Hein. Que Welbeck soit dans notre top 10 meilleure vente de l'histoire, ça me fait un peu de la peine. Que Daniel James soit 6e, ça me fait beaucoup de peine. Mais encore, il est bien vendu par rapport à ce qu'il pouvait faire. Mais c'est vraiment le néant absolu. J'essaie de retrouver le tableau, je ne l'ai plus, mais quand il y a encore des transferts de 2001-2002, c'est Stam qui est dans ton top 10, c'est qu'il y a un sacré problème dans ton club. Il est 6e en plus, il n'est pas 9e. Il est 6e, il fait 25 millions. Stam, mais en plus, à l'époque, Stam, c'est un gros transfert, 25 millions. Oui, j'imagine. Pour un défenseur. En 2001-2002, il faudrait voir les transferts de l'époque, mais j'imagine que. Je pense que le maximum, c'était 50 millions. Voilà. Ouais, tu vois, Ferdinand, on l'achète 45 et je crois que c'est le plus cher des défenseurs de l'époque. Véron, 21 millions, je pense que c'est bien vendu. Beckham, 37 millions, ça avait fait grand bruit, donc j'imagine que c'était un gros transfert de l'époque aussi. Enfin, voilà. C'est bien vendu. Ouais, c'est ça. C'est bien vendu. Mais pour le coup, tu vois, genre là, tu parlais de Daniel James dans la liste. Tu vois, genre si on fait, c'est pas vieux ce transfert, hein, c'est il y a 1 an, 2 ans. Si tu fais le parallèle avec un Elanga, en réalité, un Elanga, je te dis tout de suite, il est meilleur, il a un meilleur potentiel qu'un Daniel James, et pourtant il a coûté presque 2 fois plus. Bah oui, c'est sûr. Donc c'est là qu'en fait, alors que le marché depuis, il a encore explosé, tu vois. Donc c'est là où tu dis, Elanga c'est sous-vendu, largement sous-vendu. Et typiquement, oui, on ne sait pas mettre en valeur nos joueurs. Mais aussi, pourquoi on ne sait pas mettre en valeur nos joueurs, je pense, c'est aussi parce qu'on a la folie des grandeurs et qu'on achète trop de joueurs. Genre, quand tu penses dans l'effectif actuel, moi, un joueur que j'aime bien, alors après, on peut en débattre, hein, mais Brand Williams, tu vois, quand il avait commencé il y a 2 ans chez nous, je crois que c'était sous Olé, moi, je trouvais qu'il avait vraiment des qualités importantes. À l'académie, il avait tout fracassé. Et au final, tu vas chercher un Télès, tu vois. Et au final, t'envoies ton joueur en prêt, tu prends Télès. Enfin, ça n'a aucun sens. En réalité, Télès, c'était pas meilleur que Brand Williams. Brand Williams a des vraies qualités. Et là, quand tu prends la liste du top 10, bon, bah, aujourd'hui, effectivement, ça fait tâche. Mais alors après, est-ce que les très très gros clubs, alors j'ai pas fait vraiment l'inventaire des autres très très gros clubs, mais est-ce qu'il y a des très grosses ventes chez les très très gros clubs? Je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, tu vois. Est-ce que c'est pas plutôt des gros clubs qui achètent cher des joueurs, qui les essorent, qui prennent un maximum, tu vois. Genre, si tu prends par exemple l'exemple de Benzema au Real Madrid, bah il a pas coûté cher, il a coûté 30 millions en 2009, c'est pas énorme. Mais par contre, il est parti libre, tu vois encore. Et si tu prends, dans CR7, ils ont réussi à en tirer un prix. Mais au final, est-ce que le Real Madrid, par exemple, si on compare, est un très gros vendeur? Je pense pas. La vertu des gros clubs comme ça, c'est plutôt justement d'investir, aller chercher des talents, mettre le prix qu'il faut, et après, en fait, rentabiliser d'un point de vue sportif le montant des transferts. Pas après pour faire de l'achat-revente comme fait un Monaco, comme fait un Dortmund, etc. Tu vois. Après, le Real Madrid, par exemple, et là, moi, j'en viens à un de mes arguments. Par exemple, dans les meilleures ventes, il y a le deuxième et le troisième, c'est Romelu Lukaku et Angel Di Maria. On les vend bien. C'est pas incroyable, mais on les vend bien. Parce que, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, on sait quand les vendre. Alors, Di Maria nous y est un peu obligé. Mais Lukaku aussi, en soi, il voulait partir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des joueurs qu'on n'a pas laissé 4 ans au club en se disant peut-être que dans 2 ans, ça va marcher. Peut-être que dans 1 an, ça va marcher. C'est pour ça que ces joueurs partent. Le Real arrive à vendre les joueurs en général pour ça.
C'est-à-dire que déjà, le Real, ils vendent Casemiro 90 millions, ils vendent 80 ou 90 Pas millions. 70 70, C'est quasiment. 70. Bon, ils vendent quand même Casemiro 70. Ils vendent Varane 40 millions. Varane, on a des gros doutes à la base sur sa capacité à faire des saisons entières. Et en plus de ça, il a 30 ans, je crois, à ce moment-là. Sauf 40 que millions, moi, Varane, je trouve pas ça énorme. c'est pas énorme, mais sauf que si Varane avait été vendu à Manchester United, il serait actuellement le 4e plus gros transfert de l'histoire de Manchester United. Ça veut dire que pour un joueur qui a le genou en vrac, et à qui il reste 1 an de contrat, et qui, comment dire, et qui a un certain âge, alors il n'a pas 35 ans, mais il a quand même un certain âge, tu le vends comme comme nous quand on a un joueur comme on n'a jamais réussi à vendre en fait du coup. Tu vois, ça veut dire que le Real Madrid, c'est pareil pour Casemiro. Casemiro, il veut partir, il a plus de 30 ans, et en fait, c'est là où le Real est intelligent, c'est qu'ils savent que les gars vont arriver vers la trentaine, qu'ils vont plus être vendables, et qu'il vaut mieux qu'ils partent maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire identifier le moment où il faut vendre le joueur et le vendre. Et j'en reviens à un take que j'ai souvent eu sur l'académie. Jadon Sancho, par exemple, on ne le vend pas cette saison, on ne le vendra pas. C'est simple, parce que l'année prochaine, on aura le même problème. Et s'il ne réussit pas cette saison, il aura fait 3 saisons qui n'ont pas très bien marché à Manchester United. Il aura un giga salaire. Donc, comment tu veux le vendre? Après, on peut être optimiste sur son cas. Là, c'est Je le suis, un moi. choix. Après, c'est Moi, pas je- combien tu le 23 ans. valorises. Non, mais si tu pars dans l'hypothèse où il ne réussit pas, s'il réussit, on n'a aucune raison de le vendre. Mais s'il ne réussit pas sa saison, je vois pas comment on va le vendre beaucoup. Mais comment, cette saison, tu le Franchement, valorises à combien? Tu le vends à combien cette saison? Moi, je pense que si on le vend à, Quel club se positionne dessus à 60? Personne. si tu le mets vraiment en vente, peut-être qu'il y en a un qui se positionne. En tout cas, tu peux pas le vendre si tu le mets pas en vente. mais tu vois, genre, si tu prends un Sancho, alors aujourd'hui, qui pourrait l'acheter ça, je ne sais pas forcément répondre à la question. Mais si tu. Quoique, tu vois, genre un PSG, là, je suis en train de réfléchir, quoique. Ah oui, Si jamais Mbappé s'en va, tu vois, un PSG pourrait oui. éventuellement être intéressé. Mais tu vois, genre, si tu prends le cas Sancho, pour moi, c'est pas parce qu'il fera une bonne saison potentiellement cette saison s'il ira chez nous, tu pourras pas le vendre après parce que si la saison se passe vraiment bien, après ça c'est un autre sujet, mais je pense que United peut clairement déjà être candidat au titre cette saison. Si United fait effectivement une saison où on finit encore podium et que tu as des joueurs qui arrivent à se mettre encore en évidence, comme par exemple un Garnacho, tu vois, qui s'est bien mis en évidence la saison passée. Sur ce poste d'ailier droit, potentiellement, tu te dis ah bah Sancho il arrive à tirer son épingle du jeu, il joue pas mal de matchs. United potentiellement fait une très grosse saison, une épopée éventuellement en Europe, au mieux un titre en Première Ligue. Mais à côté de ça, tu as quand même toujours la garantie Anthony, tu as toujours la garantie Amad Diallo qui potentiellement lui aussi va réussir à se mettre en évidence. Bah, tu te dis en fait, ton joueur il va pas perdre de valeur, si tu veux le vendre, tu pourras le vendre toujours au même prix que cette année, voire peut-être même un peu plus. Moi, je pense qu'un joueur qui a raté pendant 3 ans dans un club, je pense pas qu'il puisse réussir. Déjà, la Première Ligue, on va se dire peut-être qu'en Première Ligue, ça va pas marcher. Donc, tous les gros clubs anglais de Chelsea, Chelsea sont un peu moins, ils réfléchissent peut-être un peu moins, donc peut-être. Mais moi, je pense pas qu'un club sérieux, même pas sérieux, mais je pense pas qu'un club qui a les moyens va aller chercher Sancho après 3 saisons où il n'a pas réussi. Une saison où il n'a même pas été là pendant plusieurs mois, et 3 ans de flop, c'est énorme pour un joueur. Et les doutes, ils vont être gigantesques. Et en plus de ça, et je le rappelle, il y a son salaire. Flop, je te trouve dur. Parce que pour moi, sa saison passée, là, elle est pas mauvaise. La saison qu'il vient de faire, là. Si on me dit que la saison 2022-2023 de Sancho, c'est une saison qu'on qualifie de mauvaise, je pense qu'on est beaucoup trop dur. Ah non, Le mec, pour il moi, fait une saison. Il fait sa saison, je pense, chez nous. Enfin, en tout cas, en termes de nombre de matchs joués, elle est plutôt pas mal. Il met quand même ses petits buts, ses petites passes. Tu vois, genre dans le jeu, etc., j'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai trouvé que c'était pas étincelant, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, tu vois, genre avec qui on pourrait comparer.
Euh, Bah, on pourrait comparer avec un Elanga, tu vois. Genre, un Elanga, oui, a été horrible quand il a eu l'occasion de jouer. Par contre, Sancho, je suis désolé, mais il y a quand même eu de la production, je trouve. Ah non, pour moi, pour un joueur qui arrive pour 85 millions, qui doit nous tenir à droite, c'est très très mauvais. Après, bien évidemment, si tu le prends par le prisme Elanga, qui est un jeune et qui apprend, bien évidemment que c'est mieux. Mais pour un joueur pour qui c'est la deuxième saison, qui doit commencer un peu à comprendre la première ligue, etc., non, pour moi, la saison est très mauvaise. Ah Mais, ouais, moi je te trouve super dur. Après, c'est pas le sujet, mais je te trouve super dur sur oui, ton cas. on pourra Parce en qu'en fait, reparler. le truc, c'est que si on juge toujours la saison d'un joueur en rappelant le prix qu'on l'a acheté, bah, t'as un déséquilibre qui est pas possible. Dans ce cas-là, Anthony, on va jamais dire qu'il a fait une bonne saison, tu vois. Alors qu'en soi, c'est pareil, lui, sa saison n'est pas mauvaise, tu vois. En fait, le prix que tu le payes dit quelque chose de ce que tu en attends. Anthony, on le paye pour son potentiel. Sancho, on le paye et il y a un besoin tout de suite à droite. Il doit venir et tenir parce qu'il a un potentiel. Anthony, il fait pas plus de stats à l'Ajax qu'à Manchester United, tu vois. Donc en soi, on le sait de base qu'on l'a surpayé. Il vaut pas 90 millions. Sancho, quand il arrive pour 85 millions, on est content. On n'a pas dit qu'on l'a surpayé, c'est un peu cher, mais on n'a pas dit qu'on l'a surpayé. Ça dit quelque chose de nos attentes. Anthony, il y a très peu de personnes qui mettaient plus de 60-70 millions dessus, tu vois. Donc en soi, le prix n'est pas révélateur de ce qu'on en attend vraiment, étant donné que le prix est complètement en dehors de ce que vaut le joueur. Sancho vaut 85 millions quand il arrive. Et on en attend quelque chose. On en attend de lui d'être un joueur à 85 millions. Alors, moi, je l'ai dit sur l'académie plein de fois. Je pensais qu'il fallait lui laisser un peu le temps, etc. Et c'est bon, le temps, il l'a eu. Il a eu 2 saisons. La saison dernière, Ten Hag a fait plein de choses pour lui. Il a laissé partir, se remettre en forme, etc. Et je pense que au bout d'un moment, être toujours dans le peut-être que dans machin, peut-être que dans truc, peut-être, c'est bon au bout d'un moment. Je l'avais dit sur Twitter. Pour moi, le délire de Sancho, on l'essaye à droite, on l'essaye à gauche, on l'essaye au milieu offensif, on l'essaye en neuf, ça marche pas. On se dit, ah, avec Ojlund maintenant, vous allez voir ce que ça va devenir, etc. C'est la marque des flops qu'on a eu à Manchester. À chaque fois qu'on a commencé à faire ça, à dire on va lui changer le truc, peut-être que les joueurs qui sont autour, peut-être que le style de jeu, à chaque fois, c'est parce que les joueurs en fait, c'est parce que le frigo était vide et qu'on essayait de trouver quelque chose. Et en plus de ça, et pour finir sur Sancho, parce que c'est pas le sujet, en plus de ça, il nous donne pas grand chose à manger, le garçon, tu vois. Moi, dans le jeu, il m'insupporte. En vrai, il m'insupporte, tu vois. Mais enfin voilà, on en reparlera avec plaisir, Vin, si tu veux qu'on fasse une vidéo sur Sancho ou un autre truc sur les flops et pourquoi je pense que lui c'en est un. Il y a pas de souci. Tu vas voir, on fera une vidéo dans la saison, on dira genre comment s'est produit la rédemption de Sancho. Avec grand Il plaisir, va tout parce que bouffer. j'aime beaucoup le joueur et Greeny sera le premier à être content en Je plus. serais le premier à être là. Parce que lui, il a un agenda sur Sancho. C'est pour ça que je parle même plus quand il commence à parler de lui. J'ai pas un agenda sur Sancho, et là Si. on en revient au thème de la vidéo. Je pense qu'il faut savoir vendre les joueurs au bon moment. Et Sancho, si on le vend pas maintenant, c'est qu'on n'est pas intelligent parce que on ne le vend pas au bon moment. À moins que Ten Hag a vu quelque chose à l'entraînement et qu'il pense qu'il va tout casser cette saison. C'est le cas. Doute un petit peu étant donné la pré-saison, mais bon, c'est pas grave, il y en a d'autres Sa qui sont pas précision bons est en plus. bonne. Ne mens pas. Ah, d'accord, Sa elle est précision est géniale. bonne. Ok, d'accord, elle est géniale. La Non, saison elle est est bonne, pas mais tu vois, genre, géniale. typiquement, là où tu vois, et d'ailleurs c'est un problème qu'on a surtout depuis, on va dire, le post-Fergie, parce qu'avant ça, je trouve qu'il y avait une bonne gestion du groupe, il y avait une bonne gestion de l'effectif. Il y avait pas, tu vois, genre, par poste, tu avais suffisamment de joueurs. Tu n'en avais pas trop, il en manquait pas, c'était bien géré. Là, depuis le post-Fergie, j'ai l'impression qu'il y a une très mauvaise gestion du volume de joueurs dans le groupe. Et typiquement, on parle de Sancho, à ce poste-là, pourquoi aussi c'est compliqué? Parce qu'on a multiplié des joueurs et on se retrouve avec plein de joueurs qui potentiellement ont le niveau de répondre à des attentes, mais tu peux en choisir qu'un, tu vois. Genre entre un Ahmad, entre comment dire, un Ahmad, un Anthony, un Sancho, il ne pourra en rester qu'un, tu vois, comme dirait Denis. Et si tu prends de l'autre côté, c'est pareil. Tu as un Garnacho, t'as un Rashford. Bah, qui va starter? Sûrement Rashford parce que bah, on va la prolonger, on lui a mis un certain salaire. Alors que Garnacho, je suis désolé.
Perso, moi, il me séduit plus. Et du coup, on va se retrouver avec le même problème avec Garnacho. Et on va se dire, purée, mais oui, il est très bon. On sait très bien que s'il va ailleurs, bah, ça va exploser. Mais on a préféré faire jouer le mec sur qui on a mis un gros billet parce qu'en plus de ça, c'est un enfant du club, etc. Tu vois. Mais c'est à la fois la cause et la conséquence, ça, en fait. C'est-à-dire que euh, tu, vas, euh, tu vas surpayer les joueurs ou ne pas les vendre correctement. Justement, tout ça est très lié, en fait. Tu vas acheter des joueurs très chers parce que tu n'en as pas acheté avant, quand il fallait un peu planifier, réfléchir, etc. Et du coup, après, tu n'arrives plus à les vendre. Et du coup, tu te dis, mais je suis obligé d'aller en racheter un, même si j'en ai dans mon effectif, tu vois. Par exemple, on va prendre le cas des ailiers droits. Pendant des années, on a bricolé, on s'est dit oui, ça allait passer, etc. On n'a pas acheté d'ailier droit. Et du coup, quand Sancho est arrivé, enfin, quand on a eu la piste Sancho, on s'est jeté dessus, on a attendu 1 an et demi, on a dépensé énormément sur lui parce qu'il n'y avait plus que lui. Et on est en train de faire la même chose avec le numéro 9. Parce que pendant des années, on a bricolé et qu'à ce moment-là, il n'y avait plus que lui et qu'on n'avait pas le choix de faire ce que Dortmund nous disait. Ça veut dire que la saison d'avant, Dortmund nous demande 120 millions, ce qui est absolument délirant pour Sancho à ce moment-là, même si c'était un très très bon joueur et que ça m'aurait pas dérangé de les poser en soi parce que je l'aimais beaucoup. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas le choix et que si on ne le prend pas lui, on ne prendra personne. Et c'est ce qui s'est passé. On parle des 80 millions de Maguire. On pose 80 millions parce qu'on n'a pas d'autres défenseurs centrales en vue à ce moment-là. On pose 80 millions aujourd'hui sur Ojlund parce qu'il n'y a pas d'autres attaquants forcément sur le marché aujourd'hui. Et c'est ce manque de planification qui fait qu'on va surpayer les joueurs et c'est ce qui fait que derrière, on va pas réussir à les revendre parce qu'on les a surpayés et qu'on veut récupérer notre billet. Au bout d'un moment, il va falloir savoir se dire, soit on les vend au bon moment, soit on accepte de les vendre pour pas grand-chose, de se faire un effectif, de partir avec, d'essayer d'être performant, et peut-être que là, on arrivera à vendre les joueurs qui sont un petit peu moins bons, un petit peu mieux. Moi, je pense que c'est le manque de planification en général qui fait qu'on en est là, autant sur le prix qu'on paye, et on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus sur le prix la taxe Manchester United, la fameuse taxe Manchester United, et le prix où on vend les joueurs, puisqu'il y a une décote Manchester United aussi, apparemment. Après, il faut prendre en compte le projet aussi. Parce que tu as le projet, on a eu je ne sais combien d'entraîneurs sur 5 ans. Chaque fois, chaque entraîneur a amené son joueur. L'entraîneur d'après, on ne voulait pas forcément, mais il ne voulait pas le vendre. Tu prends l'exemple Lingard, on peut en tirer un maxi billet. Olé, il ne sait pas s'il veut le vendre, s'il veut le garder, on ne sait pas. Il le laisse sur le banc une saison, il part pour 9 millions l'année d'après. Alors que tu pouvais en tirer 30, 40 millions. Mais Lingard, c'est pareil. Il lui reste 6 mois il lui reste 6 mois de contrat quand il est bon. Donc forcément, il y a un tu le vends problème. un an avant. Bah, comment ça? Il passe une année sur le banc quand il revient de West Ham. Oui, mais quand il... Oui, il passe une année sur le banc, c'est Il vrai. passe une année Oui, sur le banc sans jouer. mais à ce moment-là, au pour moment zéro, où tu hein. veux le gratuit. vendre, oui, il part gratuit. Au moment où tu veux le vendre, il lui reste un an de contrat. Donc, il y a une différence de valuation parce qu'on sait très bien que, enfin, un peu moins cet été, bizarrement, mais en général, quand il reste un an de contrat à un joueur, il est bradé. Et du coup, comme on a trop attendu avant de se dire, bon, Lingard, peut-être qu'on peut avoir mieux, et qu'on ne l'a pas forcément mis en vente, et ben, on n'a pas réussi à le vendre correctement. Et après, il a cramé pendant 6 mois à West Ham, mais ça empêche que pendant des années avant, ça n'a pas été un grand joueur à Manchester United, et que forcément, c'est pas pour 6 mois qu'on allait en demander 60 millions. Non, mais on aurait pu effectivement le vendre. Non, mais là où je te suis totalement, Mehdi, c'est que effectivement, il y a une mauvaise gestion du timing dans les ventes. Typiquement à Lingard, après sa demi-saison de fou furieux avec West Ham, tu dois justement saisir cette opportunité-là, sachant que tu as déjà eu l'échantillon suffisant pour savoir connaître le joueur, savoir quel était ce qu'il pouvait apporter dans ton club, se dire que c'était pas suffisant pour justement le vendre. Alors à l'époque, tu aurais pu le vendre, franchement, après sa demi-saison là, je pense que tu peux le vendre pour 15-20 millions easy. C'est toujours mieux que zéro, sachant que Mais West Ham, avant, ils étaient prêts à les donner. Hein. West Ham, ils étaient prêts à donner 15 ou 20 millions. Mais nous, on l'a évalué à 30, 40 millions, tu vois. Et au lieu de se dire, le gars, il va plus rien valoir dans un an, on va le vendre à 15, 20 millions et on est content,
Et ben on l'a gardé, on l'a payé à rien faire pendant un an et on l'a perdu gratuitement au final, tu vois. On aurait économisé son salaire sur un an puisqu'il a vraiment strictement rien apporté pendant un an et on aurait gagné le montant de son transfert. L'opération aurait été largement bénéfique. En plus de ça, c'est un mec qui est formé au club, qu'on n'a pas acheté, qu'on n'a pas à rentrer dans nos frais, etc. Donc c'est encore plus débile de pas chercher à le vendre. Et là, c'est pareil avec McTominay. Je pense que McTominay, si on le vend en dessous de 40, entre 40 et 50 millions, on se fait douiller violemment. Mais si on ne le fait pas, et que cette saison, il ne joue pas, on va le vendre combien? Attends, McTominay, pour toi, il vaut plus de 50 millions? Non, entre 40 et 50 pour moi. Pour moi, il ne vaut pas en dessous de 40. Mais si un club arrive avec 30-35 millions et que Ten Hag sait qu'il ne va pas le faire jouer ou va lui faire jouer des bouts de match, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le vendre 30 ou 35 millions? Parce que tu vas le Tous les garder, jours. tu vois. Et alors, après, ça dépend combien tu l'évalues. Tu penses qu'il coûte combien, toi, Vince? Bah, un McTominay, pour moi, tu vois, son juste prix aujourd'hui, sachant que il a cette image, il a cette image qui est attachée à lui de loser, tu vois, genre, il a fait partie d'une génération de la lose, il a rien gagné de vraiment significatif. En plus de ça, il sort d'une saison où il a vraiment été relégué sur le banc. Aujourd'hui, on me dit, pour moi, sa valeur est plutôt autour de 30 millions, tu vois, 30-35. Même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui pourrait beaucoup apporter, je pense, en plus de ça, à l'équipe. Mais tu vois, genre, si tu me dis aujourd'hui, ah bah, tu vois, Kobe Maino, j'aime bien Kobe Maino, etc. Franchement, bon profil, très polyvalent au milieu de terrain. Il apporte justement ce duel, cette dureté. En plus de ça, balle au pied, c'est vraiment un crack. Et ah bah, je vendrais bien, tu vois, un McTominay pour 30 millions pour aller chercher un Mrabat au même prix. Bah, 100 fois, tu vois. Alors, là, on rentre dans ta valuation du joueur. Si un club vient et dit entre 20 et 25 millions, on vous le prend. Qui McTominay? Ouais. Disons que si c'est la seule offre, si c'est la seule offre, tu me fais réfléchir. Pour moi, sa valeur, elle est plutôt autour de 30. Donc là, tu me proposes moins. Donc après, là, je suis vraiment dans les godesses de Manchester United. Pour moi, 20, c'est pas assez. Tu me donnes 25, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire top là, tu vois. 25, j'ai envie de dire top là. C'est là où on a un problème de dirigeant, je pense. On ne sait pas vendre. S'il n'y a qu'une seule personne qui est dessus, tu vas voir des journalistes, tu inventes des rumeurs, tu as tel club qui est dessus, tel club qui est dessus, c'est ce qui existe. C'est vrai. Je pense honnêtement que Ojun, là, Paris n'était pas vraiment dessus. C'est juste que l'Atalanta a vu qu'on voulait gratter. Ils ont fait style, ils ont dit à Romano, oui, Paris est vraiment intéressé, vraiment, vraiment intéressé, ils vont faire une offre. Et Manchester est passé à l'action 75 plus 10. S'il y avait personne d'autre, on le prenait à 60, 65. Parce que c'est là, tu vois, aussi où on se ment, je trouve. Tu vois, genre, quand on dit aujourd'hui, oui, les numéros 9, c'est très rare, il n'y avait personne sur le marché, je trouve ça totalement faux. Mais je trouve ça. Dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de numéro 9 disponible, c'est archi faux. Colomwani, je pense qu'on pouvait l'avoir pour le même prix ce qu'on a payé Hollund. Bah, un Harry Kane, on sait que c'est très cher, mais en tout cas, c'est dispo. Un Lautaro Martinez, je pense que potentiellement c'est dispo. Et si tu mets genre 80 millions dessus, tu l'as. Et mettre 80 millions sur Lautaro, je trouve pas ça plus idiot que de mettre le prix qu'on a mis sur Hollund. Et il y a aussi le droit de faire des coups au bout d'un moment et de tenter des trucs. Alors, vu que nous, on est à un stade de projet débutant, mais débutant très ambitieux et qu'on cherche de la valeur tout de suite, aller, tu vois, genre aller. En fait, moi, je suis très étonné qu'on soit pas allé insister plus sur Harry Kane du fait du montant du transfert. Tout ça pour aller claquer un énorme billet sur un mec qui est finalement pas du tout confirmé et c'est juste un énorme pari. Genre, en réalité, personnellement, je suis beaucoup la Ligue 1. Aller claquer ce billet-là sur Hollund et ne même pas essayer d'aller chercher un Eli Wahi, tu vois, je capte pas le projet. Parce que des numéros 9 dispo, il y en a. Il y en a vraiment, tu vois. Et je te parle là d'un Eli Wahi, mais un Amin Gouiri, je crois qu'on en a parlé ensemble, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il coûte moins cher que ça également. Et c'est sûr et certain que tu peux aller chercher des petits joueurs à droite à gauche. Enfin, je pense qu'on regarde juste pas là où il faut, quoi. Mais des joueurs dispo, t'en as partout. T'en as partout. Après, il y a aussi une histoire de comment il veut jouer, comment veut jouer Ten Hag, quel est le profil du joueur qu'il veut. Et, et je pense qu'il a vu en Hollund un joueur
qui va fitter complet avec la façon dont il a envie de jouer. De base, il voulait Harry Kane. Le problème, c'est que s'il voulait dégager De Gea, il ne pouvait pas aller chercher Harry Kane. Pourquoi? Parce que Harry Kane, c'est 120 millions et que c'est 50 millions de plus. 50 millions de plus, c'est le prix d'Onana. Attends, avec le lien avec De Gea, là, je comprends pas. Le problème, c'est que s'il voulait dégager De Gea et le remplacer, il fallait bien le remplacer. Et donc, s'il voulait acheter Onana, il fallait qu'il ait cet argent pour l'acheter. Donc, s'il va sur Harry Kane, il est obligé de continuer avec De Gea, en fait. Ou de laisser partir De Gea et de faire avec Henderson. Et là, on est encore plus dans le pari, puisque le garçon n'est même pas un jeune émergent, c'est un joueur qui. Enfin, voilà. Et sachant que Kane, il est arrivé, il a dit je veux 30 millions à l'année. En plus, il y a aussi le salaire de Kane, comparé aux 4-5 millions de Ojlund. Enfin, il y a comme. Enfin, moi aussi, j'aurais adoré qu'on prenne Kane, j'aurais encore plus préféré d'autres joueurs, mais bon, bref. Moi aussi, j'aurais adoré qu'on prenne Kane, mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Donc, on ne peut pas tout faire avec les Glazers, bien évidemment, mais on ne peut pas tout faire. Donc, on ne pouvait pas dégager De Gea, prendre un gardien qui va aider son style de jeu, parce qu'il a besoin d'un gardien qui sait jouer au pied. On ne pouvait pas dégager De Gea, prendre Onana, et en plus de ça, prendre Harry Kane, et en plus de ça, prendre Mount, qui est un joueur qui apparemment, dans le profil, plaît beaucoup à Ten Hag et dont il a besoin. C'était pas possible. Après, Lautaro, c'est pareil. Je suis pas sûr qu'à 80, ils partent. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils partent pas à 80. Hein. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils partent pas à 80. Et puis c'est pareil dans le style de jeu. Est-ce que Lautaro, il va avec Ten Hag? Je suis pas sûr aussi, tu vois. Enfin, est-ce que Ten Hag, c'est ce qu'il veut, Lautaro? Je suis pas sûr. Donc, après, en soi, sur le fait que Ten Hag soit allé chercher le joueur qui lui convenait par rapport à sa philosophie, pas de souci, c'est évident. De toute façon, sportivement, je fais confiance. Et en plus de ça, effectivement, le joueur a un potentiel à développer vraiment très intéressant. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, alors les Glazers, au bout d'un moment, ils ont bon dos quand même. Parce que sur le fait que la gestion soit terrible, là-dessus, on est d'accord. Mais on ne pourra pas leur reprocher de ne pas investir quand même. Enfin, qu'il n'y ait pas d'argent qui soit investi sur le marché des transferts. On fait partie des clubs qui ont le plus investi sur le marché des transferts à ce siècle. Et on fait partie, et d'ailleurs surtout même sur les 10 dernières années, hein, et on fait partie également des joueurs qui dépensent le plus en termes de salaire, tu vois. Donc, généralement, quand on demande les moyens, j'ai envie de dire qu'on les a, mais je pense qu'on ne les demande pas forcément à bon escient. Et aujourd'hui, le problème avec Ojlund, c'est même pas un problème de fit, c'est même pas un problème de réelle capacité sportive. Le problème, c'est que au bout d'un moment, il faut se rapporter à quelque chose de tangible quand tu achètes un joueur et que tu le values, que tu discutes un prix. T'en as pas Mount, du pourquoi on tangible discute quand tu recrutes un joueur, t'en as pas. À part quand tu vas chercher Bah, si. Mount parce qu'il connaît la première ligue, quand tu vas chercher Harry Kane parce que c'est un joueur immense, mais t'en as pas. Si tu vas chercher Lautaro Martinez, t'as pas de tangible. Tu sais pas comment il va être en première ligue. Tu vas poser un gros billet aussi. Si tu vas chercher Kolo Muani, c'est un joueur qui n'a jamais stade de dingue alors que t'as cruellement besoin de marquer des buts. Donc c'est pareil, tu sais comment ça va aller dans son système, mais tu as des gros points d'interrogation sur chacun des joueurs. Vlahovic aussi, moi j'aime beaucoup le joueur, mais tu as des gros points d'interrogation sur le physique, sur les blessures, sur le racisme du joueur aussi. Mais voilà, tu as des points d'interrogation sur tous les joueurs, et en plus de ça, je pense que les cracks de demain, en général, sont connus. Et si le PSG était sur Ojlund, si Ten Hag le veut absolument, c'est que le garçon doit être connu depuis un peu les équipes de jeunes, puisque les scouts se connaissent tous. Il y a des tournois qui sont faits entre les gros clubs, etc. Et donc, le gars doit avoir une grosse cote chez les scouts des clubs européens en général. Et c'est ce qui justifie que le joueur. Puis l'Atalanta aussi, on parlait de label. Le label Atalanta, les joueurs qui en sortent, sont pas dégueulasses en général. On a eu Amad Diallo pour l'instant, on ne sait pas vraiment, mais il a l'air d'avoir un certain talent chez le joueur, tu vois. Ouais, mais alors, dans tous les joueurs, pour moi, que tu as donné, il y a du tangible, je suis désolé. Lautaro Martinez, il a un vécu en Ligue des Champions. Il te sort une saison en finale de Ligue des Champions. Si ça, c'est pas des vécus, je sais pas ce que c'est. Il est quand même avec l'Albi Céleste, avec les Argentins. Kolo Muani, il a déjà un vécu en Ligue des Champions. Il a fait une très bonne saison. Et il a staté bien plus qu'un Ojlund. Et en plus de ça, justement, Ah non, en ratio, non. En ratio, non. En ratio, il est très en dessous.
Tu veux dire, c'est quoi, les XG là? Non, en ratio, entre les minutes jouées et ce qu'il marque, il est très en dessous, Colomoni. Parce que Lund, il n'est pas du Ouais, tout mais par contre, titulaire cette saison. en termes de passes décisives, il est comment? Il est très bien, il me Non, semble. mais là, on n'a pas besoin des passes décisives, on a besoin des buts. On n'a personne qui marque. Ouais, bah justement, en fait, je pense que si le but c'était d'avoir seulement des buts, Haaland, c'est pas la solution. Pour moi, c'est pas la solution et on le voit parce que, alors, il a un rapport XG but marqué qui est pas dégueu, mais tu vois que bah, il stat pas. Pourtant, il a joué beaucoup de minutes, tu vois, cette saison. Et en plus de ça, si les cracks de demain sont connus à l'avance, si je dis pas de conneries, ça faisait que 1 an qu'il était à l'Atalanta. Donc pourquoi l'Atalanta, ils avaient pas eu besoin de mettre un gros billet sur lui pour l'avoir? Et pourquoi nous, du coup, au bout de 1 an, où il a même pas fait une saison genre si extraordinaire que ça, ou avec le Danemark, il est même pas genre titulaire, un truc de fou, etc. Pourquoi, Parce genre, que nous, les clubs sont voilà, frileux. on pose 80 millions? Parce que les clubs sont frileux. Oui, non, mais Enzo Fernandez, tout le monde le parce qu'on est savait. des gogoles aussi, il faut le dire. Non, mais Enzo Fernandez, tout le monde le savait. L'année dernière, quand il arrive à Benfica pour 25 millions, tout le monde sait que c'est un crack quand il arrive de River Plate. On le connaissait tous. Et 25 millions, il n'y a aucun gros club qui s'est mis dessus. Et encore moins nous, alors qu'il y a eu des rumeurs. Julian Alvarez, il y a eu des rumeurs. Il arrive à City pour 25 millions. Et on ne s'est jamais mis sur ces joueurs parce qu'on est un peu con, tu vois. Mais Et l'Atalanta va chercher Højlund pour 17 millions après 6 mois, après 6 mois en Autriche. Il joue en Sturm Autriche. Graz, il a Oui. 19 ans. Enfin, 18 ou 19. Donc déjà de base, ça fait un billet pour l'Atalanta pour un joueur qui vient de Sturm Graz et qui est très jeune. Ah, mais attends, aujourd'hui, 17 millions sur le marché des transferts, surtout pour un club de Serie A, c'est pas beaucoup. Ils Sur n'ont un pas jeune, d'argent. justement, tu le dis, normalement, les jeunes, ça commence à valoir de l'argent, etc. Mais les clubs de Serie A, ils Enfin, n'ont moi, pas ça me choque pas, d'argent. tu vois, genre, ça me choque pas de l'avoir acheté 17 millions. Par contre, ce qui me choque, et du coup, ils ont fait une plus-value sur lui de presque 70 millions en 1 an. Bah, c'est les clubs étapes, hein. Non, Moi, je vois les clubs de Serie A, Attends, les clubs Dortmund et les Portugais faire ça tout le temps. et puis ouais, mais la tu vois, un Serie club A, ils n'ont étape, pas Dortmund, d'argent. typiquement, avec Haaland, si on compare avec Haaland, il est arrivé, club étape, il a produit comme un psychopathe. Haaland, il a fait quoi? Non, Haaland, mais il a t'es pas rien fait et mais, je me suis tapé toutes ses mixtapes. mais on n'est pas obligé de demander enfin, on peut pas demander à avoir Haaland. Et Mais non, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit que le mec, au moment où tu mets un billet dessus, et surtout si l'argument c'est de dire il nous faut du but, tu vas sur un mec qui met du but. C'est pas le cas de Haaland, on va pas se mentir. Mais il a ce potentiel à mettre des buts. C'est que les scouts à Manchester United estiment que c'est un joueur qui a les qualités pour mettre des buts. Des minutes, il n'en a pas fait autant que ça, hein. Moi, j'ai regardé aussi, Ouais, mais j'ai regardé beaucoup de comptes de lui. J'ai cherché à regarder des matchs entiers. Et ben, j'ai voulu regarder des matchs où il a joué titulaire tout le match. Il n'y en a pas tant que ça. Il en a gratté, mais il n'y a pas tant que ça de matchs où il est titulaire. Et pourtant, il arrive à stat. C'est pas, il n'a pas mis 30 buts, mais il arrive à stat. En soi, il a réussi à faire peut-être même pas 6 mois complets si tu mets en minutes jouées. donc, je vois que tu vois en lui un buteur potentiel. Si du coup, l'année prochaine, là on a mis un énorme billet sur lui, il doit être titulaire, on est d'accord? Ah bah oui, oui, moi je le veux titulaire. Tu le projettes à combien de buts en première ligue la saison prochaine Moi pour un je mec pense, qui doit nous apporter du but? que en dessous de 20, c'est une catastrophe. en Et PL, T'attends 20 non, buts de lui là? ouais, j'attends 20 buts de lui. Ah ouais, tu vas être déçu, hein. toute compétition ou en PL? Ouais, toute compétition, pas en PL. Oui, Ah, ça me va. moi j'ai dit première ligue seulement. Première ligue, une quinzaine. Ouais, mais tu vois, mais une quinzaine, c'est pas beaucoup. Bah, une quinzaine pour un jeune de 20 ans, c'est énorme en PL. Pour ta première saison, oui, Ah ça bah peut ouais, être ta pas mal. première saison en PL, Ben oui, mais 20 ans, c'est énorme. tu vois, moi, ce qui m'amuse, c'est que j'ai l'impression que tu trouves des excuses à Haaland alors qu'il a même pas commencé et Sancho, tu lui trouves aucune excuse. Bah, parce que ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il a 3 ans de plus. Ouais, mais une saison, quand t'es titulaire Manchester United, dans un Manchester United qui tourne bien, numéro 9, titulaire, qu'on a mis 80 millions sur toi, tu claques seulement 15 buts en première ligue, c'est pas une dinguerie, hein. C'est qui le dernier joueur en 9 qu'on a eu qui a mis 15 buts? Bah, c'est Rashford la saison dernière. Non, en 9. Ronaldo. Bah, il a fait 9. Ouais, je pense que ça va chercher Van Persie, peut-être Zlatan et encore. Je suis pas sûr que Lukaku il les ait fait.
Je crois que Martial est pas loin des avoir. Je crois que Martial a mis 16. Je crois que Martial a mis 16 saison à son prime. 2017. Attends, je regarde. Je crois que Martial a mis une saison où il met une quinzaine de buts, peut-être un peu plus. Je te dis ça tout de suite. J'aime bien Non, la vidéo, elle est pas passée ça. des ventes à qu'est-ce qu'on pense de On le dira. On a complètement dévié. On a Double complètement dévié. vidéo. Mais alors attends. J'essaie de te retrouver ça. Mais Martial, je crois qu'il fait une saison. Attends. Je vais retrouver ça. Bon, en tout cas, moi je sais pas, genre, dire on demande du but, on veut du but tout de suite. Et puis à Manchester United, je suis désolé, il faut de la solution instantanée maintenant. On l'a vu avec Casemiro, J'ai maintenant il pas faut de dit du l'instantané. On but n'a tout de plus le temps suite. de J'ai donner. dit un mec qui est capable de marquer. J'ai pas dit qu'il faut qu'il marque là cette saison 30 buts. J'ai juste dit que par exemple Colomboigny, il a, il a 26 ans. Il en a pas 20. Je suis d'accord. Tu vois, Martial, donc 17 buts, si vous voulez. c'est en 17, quelle saison 19-20. Donc Voilà. Covid restart. Donc il aurait 2 buts de moins que Martial, alors que Martial, on a tous dit qu'il avait fait une saison excellente. Alors pour un jeune de 20 ans qui arrive, on va dire que c'est pas bon 15 buts. Alors, Non, alors je vais pas dire que qu'en c'est pas plus bon. de Je vais ça, pas dire que c'est pas bon. Mais c'est pas phénoménal. mais non, mais c'est C'est pas quand même pas phénoménal. phénoménal, Mais 15 on buts cherche pas du phénoménal pour en un joueur première qui arrive ligue. à 20 ans. Bah, pour un joueur qui Enfin, arrive à si, 20 en ans, faut plus, qu'il en gagne vrai, 80 si. millions. Pour moi, 15 buts à 20 ans en première ligue, si, pour moi, c'est phénoménal. En vrai, si, c'est incroyable. En vrai, moi, ce que je veux juste dire, c'est que pour moi, c'est pas vraiment un profil renard des surfaces, pas vraiment totalement gros buteur, tu vois. Même si potentiellement, il finira par nous donner une saison à plus de 20 buts, ça, j'y crois. Je pense pas que ce soit là-dessus qu'il va le plus nous apporter. Je pense que là où il va le plus nous apporter, c'est sur bah, la répétition des appels, sur le fait qu'il puisse peser sur une défense, sur le fait qu'il ait un jeu dos au but et sur le fait qu'il soit capable de sublimer les autres joueurs autour de lui et qu'il apporte un profil différent. Après, l'important, c'est qu'il Mais s'implique du surtout, coup, en il fait, s'imbrique dans l'équipe. Et ça, les scouts ont normalement fait le taf, les analyses de performance ont fait le taf. Et si tu as un joueur qui s'implique dans un collectif, il te met 15 buts, mais il te permet à Rashford d'en mettre aussi 15, à Bruno d'en mettre plus que l'année dernière, en mettre pas une quinzaine, mais une dizaine facile. Là, ça te fait un énorme collectif où tu as des dangers qui viennent de tous les côtés. Et forcément, ta saison sera plus réussie. Tout ce que je lui demande, parce que si on a juste un buteur qui bute, mais autour ça marche pas parce que c'est que de l'individualisme à la Ronaldo il y a 2 ans, bah ça va pas marcher. Du coup, là, je regarde. Hollund, c'est 32 matchs. Bon, ça, on s'en fiche parce que c'est pas le plus important. C'est 1800 minutes, 9 buts, 4 passes décisifs. 1800 minutes, c'est l'équivalent de 20 matchs. Donc, c'est une demi-saison, en fait, en première ligue, en Serie A. Et il met 9 buts. Donc, il est sur une trajectoire de allez, 18-20 buts en Serie A. Et 4 passes décisifs. Donc, 18-20 buts et 8 passes décisifs en Serie A. Il est sur cette trajectoire-là. Donc, c'est un joueur qui stat. Parce qu'il est très jeune en C'est des plus. choses de stater, hein. Moi, de toute façon, s'il stat, je serais le premier content. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre trop ça de sa part. En tout cas, pas tout de suite. Parce que tu vois, genre, tu l'as dit toi-même, hein, c'est pas un mec qui a été titulaire toute la saison. Donc, Parce qu'il est très jeune, qu'il arrive de bah, Stonegras, qu'il faut qu'il s'adapte. En plus, c'est ça. En plus, c'est mais du coup, première saison en Serie A. Enfin, je veux dire. est-ce qu'il va réussir à faire une saison complète chez nous? Parce que du coup, potentiellement, vu qu'il n'a pas l'habitude, bah, saison complète, plus d'efforts, le physique peut-être qui est un petit peu plus éprouvé. Est-ce qu'on va pas le claquer, quoi? Après ça, c'est on aura loupé le casting si ça arrive. Moi, je pense que de ce qu'on voit là en Serie A ne justifie pas de mettre 80 millions, mais je trouve que les 80 millions de Hollund seraient pas mieux dépensés ailleurs. Je pense que ce serait pas mieux dépensé si on mettait 80 millions sur les autres joueurs à 80 millions, notamment Colomboigny, notamment
En plus, c'est quoi? Non, c'est 70 plus 15, donc 70 millions. Donc c'est plus cher si on va chercher Ramos, c'est plus cher si on va chercher Kolo Muani, c'est plus cher si on va chercher Lautaro Martinez. C'est plus cher dans plein de cas et je trouve que tu n'as pas un gap, même si on peut débattre de est-ce qu'un tel ou un tel est meilleur, mais tu n'as pas un tel gap qui te permet, comme entre Ojlund et Harry Kane, où personne va te dire que c'est mieux d'aller prendre Ojlund que Harry Kane. Personne va te dire ça. Donc là, le gap est existant. Je suis désolé, genre, typiquement, un Ramos, tu vois, genre, le mec, c'est le mec avec le Portugal, il a fait sa Coupe du Monde. C'est un très jeune joueur d'avenir, on le sait tous. Il a joué 2 matchs au Portugal en Coupe du Monde. Ouais, mais quand même, il a mis quoi? Un triplé? Oui, mais il a réussi match. quand même à tirer. Oui, d'accord, mais il a montré quand même qu'il avait un gros talent, tu vois. Quand tu es capable, en Ligue des Champions, de mettre 3 buts dans un match, je suis désolé, t'es pas n'importe qui. Moi j'étais dans le train. Hein. Surtout que c'est contre la Suisse. C'est contre la Suisse, je crois. C'est pas non plus, tu vois, genre un pays perdu. Ouais, dans ce cas-là. Et en plus de ça, on parle même pas de Vlahovic. Vlahovic, je pense que t'as pas besoin de mettre beaucoup plus que ce qu'on a mis sur Ojlund. Vlahovic, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un plus gros talent que Ojlund. Tu as un gros point d'interrogation sur ses blessures. Et après, il y a l'intégration, parce qu'il peut être meilleur en soi, mais s'il est meilleur, mais pas dans le même système, je pense, c'est ce qu'il y a. On avait vu une page de data là, qui expliquait le problème Vlahovic, c'est qu'il fallait un type spécial d'équipe pour jouer et pour marquer. Et Manchester n'avait pas du tout cette capacité, parce que nous on joue dans la verticalité. Vlahovic, c'était pas du tout un joueur de verticalité, justement. Et moi, il y a le salaire du garçon aussi, il vient de la Juve. Oui, il y a le salaire du garçon en plus. Bon, on est déjà à 1 heure de vidéo, donc on va devoir abréger un petit peu. Même si c'est très intéressant, donc on pourra repartir sur un débat là-dessus. On notera que on est parti un peu, de toute façon, les sujets sont connectés, donc on n'est pas complètement hors sujet. On est sur un titre, double vidéo. Et les achats, voilà. bonus, débat sur les achats. Donc voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Vince d'être venu. Et je vous répète d'aller vous abonner à sa chaîne qui est dans la bio. C'est Vince United. Si vous avez la flemme d'aller chercher dans la bio, mais que vous préférez taper dans la barre, vous êtes bizarre, mais faites-le quand même. Vous avez le droit. Donc Vince United. Voilà. Il sera tagué sur les réseaux de toute façon. Voilà, il sera tagué sur les réseaux aussi, donc vous aurez aussi sur Twitter, donc allez vous y abonner. Et abonnez-vous à notre chaîne, bien évidemment, parce que c'est encore plus bizarre si vous regardez 1 heure de notre vidéo, mais que vous vous abonnez pas. Donc voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. On a passé les 1000, Mehdi. Ciao.